Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question vraiment centrale et, soyons honnêtes, un peu dérangeante dans le domaine de la santé. La question c'est, est-ce que l'empathie, la bienveillance, est-ce que ça suffit vraiment pour bien soigner? Alors pour commencer, partons d'une base sur laquelle tout le monde, je crois, peut s'entendre. C'est cette phrase: un soin sans humanité est un mauvais soin. C'est simple, c'est direct, et ça paraît tellement évident, non? Et voilà, c'est notre premier point. Cette humanité, elle est absolument fondamentale. Attention, il faut bien comprendre que l'écoute, l'empathie, tout ça, ce ne sont pas juste des petits plus, des options pour faire joli. Pas du tout, c'est la base, le socle même d'un soin de qualité. Ok, mais alors, si on est tous d'accord sur ce point, où est le problème? Eh bien, c'est justement là que ça commence à se corser. On va maintenant toucher à une vérité qui, disons-le, peut être un peu dérangeante. Une idée qui va nous pousser à gratter un peu sous la surface. Alors, allons-y, posons la fameuse question qui fâche. Être sincère, être rassurant, être plein de bonnes intentions, est-ce que ça suffit pour être efficace? Est-ce que la bienveillance, à elle seule, garantit un bon résultat pour le patient? Et c'est là qu'il faut être très prudent. Le point vraiment crucial, c'est que notre propre perception peut complètement nous tromper. Attention, ce n'est pas parce qu'on se sent mieux que le traitement marche vraiment. Il y a tellement de pièges. Par exemple, le corps peut tout simplement guérir tout seul. Il y a l'effet placebo, qui est incroyablement puissant, ou pire, un traitement peut donner un soulagement sur le moment, mais en fait causer des dégâts sur le long terme. Bref, se fier uniquement au ressenti, ce n'est juste pas suffisant. Et vous savez, ce piège des bonnes intentions, il ne date pas d'hier, loin de là. Si on regarde l'histoire de la médecine, elle est pleine à craquer de pratiques qui semblaient parfaitement logiques, appliquées par des gens très bien intentionnés, mais qui, au final, se sont avérées au mieux inutiles, au pire carrément dangereuses. Le problème, ce n'était pas le manque d'intelligence, non. C'était l'absence d'une méthode rigoureuse pour vérifier si les intuitions étaient justes. Tout ça, ça nous amène droit à une confrontation, une opposition vraiment fondamentale, celle entre la science et la pseudoscience. On parle là de deux manières de voir le soin qui sont, mais alors, diamétralement opposées. Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, on a le discours de la pseudoscience. C'est simple, c'est affirmatif, ça rassure, c'est confortable pour tout le monde. De l'autre côté, on a la science. Et là, c'est tout l'inverse. C'est souvent difficile, complexe et rempli d'incertitudes. L'un est confortable, mais il peut tromper. L'autre est exigeant, mais il protège le patient. Et cette citation, elle résume parfaitement l'idée. La science, ce n'est pas une machine qui distribue des réponses toutes faites. Au contraire, sa plus grande force, c'est justement de savoir dire « écoutez, pour l'instant, on ne sait pas encore ». Et cette humilité, qui peut sembler frustrante, c'est en fait la meilleure protection qui soit pour le patient. Ce qui nous amène à la question clé, au cœur du sujet. Si le but de la méthode scientifique, ce n'est pas de retirer l'humanité du soin, ni de transformer les soignants en machines, alors à quoi ça sert? Concrètement, quelle est sa véritable finalité? Et la réponse, elle est là. Le but de la méthodologie, ce n'est pas que tout le monde devienne un pro des statistiques, loin de là. Non, c'est une discipline de l'esprit. C'est apprendre à justifier ses choix, à faire la différence cruciale entre ce qu'on croit et ce qu'on sait. C'est reconnaître humainement les limites de sa propre perception. Et on touche là à un point essentiel. La méthodologie, ce n'est absolument pas l'ennemi de la relation thérapeutique. C'est même tout le contraire. C'est ce qui la rend solide d'un point de vue éthique. C'est la garantie que cette relation humaine si précieuse est mise au service d'un soin qui est réellement efficace. Alors, comment on fait pour tout assembler? Comment on réconcilie ces deux mondes qui semblent s'opposer? On arrive à la dernière partie qui propose justement une vision pour une nouvelle excellence clinique. On va voir comment toutes les pièces du puzzle peuvent finalement s'emboîter parfaitement. Parce que voilà la conclusion. La véritable excellence, ce n'est pas de devoir choisir entre la science et l'humanité. C'est de refuser ce faux choix. La vraie voie, c'est leur synthèse. C'est de comprendre que ces deux aspects ne s'opposent pas, mais qu'au contraire, ils se renforcent l'un l'autre. Et cette synthèse, elle tient sur trois piliers indissociables. Le premier, évidemment, la rigueur scientifique, pour avoir une base solide. Le deuxième, l'expertise clinique, c'est-à-dire le savoir-faire du praticien. Et le troisième, bien sûr, l'humanité, cette connexion essentielle. La vraie excellence, elle est pile à l'intersection des trois. Et ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est que le doute change de statut. Ce n'est plus une faiblesse, ça devient une véritable qualité professionnelle. Ce doute raisonné, cette discipline de toujours se demander sur quoi je me base, eh bien ça devient la meilleure protection possible, à la fois pour le patient, mais aussi pour le praticien. Et on va terminer là-dessus, avec une pensée qui bouscule un peu les idées reçues. La science, dans le soin, son premier rôle, ce n'est pas de rassurer, c'est de nous permettre de penser juste. Son objectif final, ce n'est pas le confort à tout prix, c'est la clarté. Et c'est justement cette clarté qui permet d'offrir le soin le plus efficace et, paradoxalement, le plus profondément humain qui soit.